Zut, je l'ai fait tomber, la pauvre. La coccinelle, on va la filmer, notre coccinelle. Voilà, elle est là, voilà, elle est là, la coccinelle. Voilà, comme quoi on aura ce témoignage du début du printemps. Donc, merci d'abord et surtout à Éric Petit et Éric Sauvanet, donc, d'être parmi nous, quasiment à l'heure. Remarquable ponctualité. Et je leur laisse tout de suite la parole, évidemment. Bon, si vous êtes là, c'est que le sujet vous intéresse d'une façon ou d'une autre, peut-être concerné personnellement aussi. Donc le livre, en présentation de base, pourquoi l'a-t-on écrit peut-être, déjà bien parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de livre d'une équipe expérimentée, de professionnels de santé, de médecins en particulier, mais aussi de paramédicaux, avertis de la maladie, qui la prennent en charge correctement de façon pluridisciplinaire. Voilà le thème. Et en y impliquant aussi les patientes, puisqu'il y a un chapitre écrit par une présidente d'association de patientes, et il y a des témoignages de patientes, parce qu'en fait c'est une maladie qui relève à la fois de la multidisciplinarité, mais aussi de la transdisciplinarité, c'est-à-dire qu'on implique les patientes elles-mêmes, et c'est d'ailleurs un des éléments d'un chapitre de Marina Kvaskov, qui est une épidémiologiste avec qui on collabore de plus en plus, et qui a mis en route une cohorte qui s'appelle Compare, et Compare c'est communauté de patientes pour la recherche, et donc on implique les patientes à la mise en route de projets de recherche qui les impliquent elles-mêmes, donc qui ne sont pas décalés de leur réalité, c'est ça le but. Donc c'est une approche novatrice de la maladie complexe, qui n'est pas une maladie d'organes, qui est une maladie au-delà des organes, qui est une maladie presque de médecine interne, parce qu'elle peut toucher quasiment tous les segments du corps humain, et au-delà même, ça retentit sur la vie psychique, évidemment. Et donc c'est pour ça que c'est une maladie finalement complexe, très hétérogène, très variable d'une patiente à l'autre, et on a énormément l'habitude de dire tout le temps, et c'est la réalité quotidienne que l'on vit, que toutes ces patientes sont très différentes, et il y a quasiment autant d'endométriose que de patientes. Donc c'est compliqué. Donc il faut être nombreux pour s'occuper d'une maladie pareille. Donc on est quand même 3 co-auteurs principaux coordinateurs de l'équipe. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord le diagnostic, ça passe par l'imagerie médicale que je représente. Donc c'est l'imagerie qui fait le diagnostic formel. Ensuite il y a l'approche thérapeutique hormonale et chirurgicale que représente Éric Sauvanet, chirurgien gynécologue. Et l'approche de la douleur est majeure, c'est Delphine Huillery, parce que les algologues dans les équipes d'endométriose en France, ben, il n'y en a pas, on est les seuls. Donc c'est très intéressant de voir que malgré tout, cette maladie, c'est le grand paradoxe, et ça n'est que du paradoxe cette maladie, elle est centrée sur la douleur et personne s'y intéresse quasiment. C'est incroyable. Et donc on a voulu faire une grosse partie sur la douleur, la genèse, que les femmes comprennent ce qui leur arrive, parce que la douleur c'est compliqué. Il faut savoir pourquoi elles ont des douleurs si particulières, même si elles sont traitées correctement de façon classique, allopathique, avec des traitements hormonaux, éventuellement la chirurgie, et que malgré tout, elles peuvent continuer à avoir mal. Pourquoi et comment on peut faire? Voilà tout le présupposé qui nous a amené à 18 mois de travail acharné. Et le problème, ça a été la traduction de notre langage, de notre jargon, qui pour nous est très facile d'écrire un truc, mais c'est totalement compréhensible. Donc il a fallu traduire. Donc c'est ça toute la complexité pour que ça soit accessible à tout le monde. Mais à la relecture, parce que j'ai pris un temps ce week-end très rapide pour relire tout, pour avoir une idée globale, et bien je me suis aperçu qu'en fait ce livre il peut être lu aussi bien par les médecins, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont, même des dits spécialistes, entre guillemets, enfin en tout cas des gynécologues par exemple, qui n'ont aucune idée de ce que c'est. Donc en fait c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Bon, voilà. À toi, si tu veux compléter. Oui, bah, tu as beaucoup parlé du fond, je vais un tout petit peu parler de la forme. Ah bah voilà. Faut dire que Audit Lacombe nous a pas mal aidé sur la forme. D'abord parce que celle qui nous a accompagnés n'est pas soignant, on a découvert comme n'importe quel lecteur ou lectrice cette maladie. Elle l'a formalisé dans des mots assez simples, elle l'a rendu plutôt sympathique avec, et facile à lire, je dirais, avec les idées phares, les points essentiels, les messages à faire passer. Donc c'était pas, voilà, parce que c'est vrai que quand on a lu la version Word, c'était un peu indigeste. Hein. Mais je trouve qu'elle l'a rendu relativement digeste.
Puis on a bénéficié de ce qui n'était pas du tout prévu au départ du calendrier de sortie. Oui. Qui était plutôt en octobre. Et puis le retard étant, en fait, ça tombe... heureusement favorable. Ouais, beaucoup mieux. Parce qu'on devait sortir en septembre-octobre. Et puis voilà. Puis, voilà. Bon, enfin bref. Donc tout compte fait, tous ces éléments sont assez concours à en faire un bouquin, j'espère, de diffusion plutôt au grand public. Je te rejoins sur le fait que je pense qu'il y a un certain nombre de soignants, et dont des docteurs, qui vont y trouver leur compte, j'espère. Parce qu'on est quelquefois un peu surpris en consultation de voir des femmes qui ont le bon traitement, ou un bon thérapeutique, ouais, bien sûr. Mais on leur a mal expliqué. Donc elles sont reparties avec une thérapeutique dont elles n'étaient pas persuadées que c'était la meilleure, et en tout cas avec des messages qui n'étaient pas clairs, voire pas de message du tout. Donc c'est quelquefois un peu frustrant de voir les gens venir, d'attendre voilà, ce qu'ils attendent pour les délais de rendez-vous, pour leur dire vous avez le bon traitement, mais simplement d'avoir décodé les choses. Bon. Voilà ce que, j'y ajouterais. Et dans la forme, effectivement, vous avez vu, il y a des encadrés, on a sur le lit différemment, pour le lire à différents niveaux, quoi. Et donc finalement, on peut se contenter parfois d'une lecture en diagonale qui passe par les grandes lignes, et puis ça permet de résumer. Il y a toujours un pour l'essentiel à la fin. Enfin, il est assez ludique et lisible et pas indigeste, quoi, effectivement. Et en tout cas, c'est déjà les témoignages que l'on a. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous, non, si vous êtes là, si vous ne l'avez pas encore parcouru. Si. Ah ouais. Il y a peut-être des questions. Ouais. Ah c'est le moment, oui. Bah, c'est pas consultation gratuite, hein, des questions générales. Mais à partir de 19h30, où c'est très cher ou c'est gratuit. C'est tarif de nuit, là. Voilà. Moi j'ai une question, si elles ne viennent pas, de néophyte absolu, de béotien, d'autant que je suis un homme. Est-ce qu'on pourrait quand même, à l'usage du public qui regardera la vidéo, résumer rapidement de quoi l'endométriose est-elle le nom? Pour parler comme un des habitués de la librairie. Ouais. C'est la maladie de l'endomètre. Ça suffit. Comme disent les anglo-saxons, could you be more specific? Alors, il faut refaire un tout petit rappel d'anatomie. L'utérus, c'est un muscle dans lequel il y a une cavité qui est tapissée de cellules qui sont la muqueuse, qui est l'endomètre. L'endomètre, chaque fois que la femme n'est pas enceinte, il s'évacue avec le flot des règles, les cellules s'en vont par le vagin. Dans cette maladie, il y a une trop forte contractilité du muscle utérin pour des raisons de déséquilibre hormonal qu'on explique dans le livre. On peut rentrer dans le détail, mais déjà tout simplement déséquilibre hormonal avec une balance hormonale qui est défavorable en faveur de la progestérone. Il y a trop d'œstrogène, puisqu'il y a deux types d'hormones. Et donc du coup, ça, in fine, ça aboutit après toute une chaîne complexe d'éléments qui font que l'utérus se contracte trop violemment et expulse l'endomètre ailleurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'endomètre n'est plus à sa place, ça définit la maladie. C'est comme ça que ça a été découvert en 1860. Ah, quand même. Ah oui, il y a plus de 150 ans, mais la maladie existe depuis 4000 ans. Donc on a mis beaucoup de temps à trouver, organiquement, avec l'avènement au 19e siècle de la médecine un peu plus moderne, trouver enfin des cellules qui se baladaient ailleurs que là où elles devaient être. C'est ça la définition. Dans le muscle et à l'extérieur de l'utérus. Pourquoi? Parce que l'utérus se contractant trop violemment, expulse les règles aussi, de façon massive, parce que ça peut arriver de façon physiologique, c'est-à-dire dans la vie normale. Quelques cellules s'en vont par les trompes, mais elles sont résorbées par le système de défense de la femme, ou de tout le monde, qui fait qu'on absorbe les autres étrangers. Mais là, les autres étrangers sont tellement nombreux qu'elles dépassent les défenseurs, donc les attaquants s'implantent, pour aussi d'autres raisons beaucoup plus complexes, mais on ne va pas rentrer là. Et puis, dans ce détail-là, mais en tout cas, elles s'implantent ailleurs. Elles s'implantent d'abord sur la surface de tous les organes, qui s'appelle le péritoine, et au-delà, ça peut grignoter tous les organes alentours. Et ça vient affecter les muscles en particulier des organes alentours. Les organes alentours, en résumé, c'est le rectum en arrière, la vessie devant, ça c'est les organes devant et derrière l'utérus. Ça attaque les ovaires, puisque ça saigne, ça grignote la paroi de l'ovaire, ça saigne dedans, ça fait des hématomes, ce qu'on appelle des kystes endométriosiques. Et puis ça peut boucher les trompes, ça crée des inflammations, l'inflammation entraîne de l'adhérence. Et c'est tous ces mécanismes qui favorisent les douleurs, qui finalement, au départ, sont essentiellement pendant les règles, mais au bout d'un certain temps, si on laisse passer l'évolution de la maladie, comme c'est souvent le cas parce que personne n'y pense, eh bien la maladie s'étend partout, et ça devient douloureux dans toutes les situations de la femme, aux vies quotidiennes et au-delà des règles. J'ai vu qu'il y a un gros chapitre consacré à la douleur. Voilà, parce que l'énorme partie du livre, c'est la moitié. C'est une maladie douloureuse. Voilà.
Et le paradoxe, c'est que cette maladie, elle est tellement douloureuse que tout le monde l'a oublié qu'elle l'était, donc il n'y a personne qui s'occupe de la douleur. Sauf vous. Voilà. Non, enfin, et Bah, vos notre équipe, confrères. Oui, parce qu'on a voulu Spécialisés. centrer. Il y a des tas de techniques pour s'occuper de la douleur, parce que la douleur, elle est compliquée. Et c'est pas, par exemple, l'approche jusqu'à présent était uniquement quasi chirurgicale dans cette maladie. Les chirurgiens, avec un raisonnement un peu primitif, je trouve, beaucoup, disent on enlève un truc et ça continue. On enlève l'organe et c'est fini. Mais pas du tout. C'est faux. C'est pas comme ça que ça se passe. Et voilà l'erreur, et voilà l'impasse dans laquelle beaucoup s'enferment encore. Donc il faut rénover cette vision de la maladie. Elle est holistique, elle n'est pas du tout, c'est pas une maladie d'organes chirurgicales, pas du tout. C'est au-delà de ça. Et beaucoup ça, plus compliqué. c'est ce à quoi vos équipes s'emploient. Voilà, exactement. Voilà. Bon, je pense que c'est assez clair déjà, même pour moi qui n'y connaissais rien. Il y a peut-être d'autres questions. Madame, ne levez-vous parce que sans ça on ne va pas vous entendre. Voilà. Vous êtes combien comme ça derrière là? L'endométriose et l'adénomiose. Ah oui, ça c'est le sujet. Mais ça c'est un sujet qui passionne. Alors, ça, Voilà, bon. Plus long, tout simple. Voilà, c'est l'intérêt des débats publics. Là, Voilà. c'est compliqué ça. Alors, c'est compliqué parce que c'est la sémantique qui est totalement piégée. Et effectivement, y compris dans le club des spécialistes, là c'est la guerre de chapelle, c'est compliqué. Alors pourquoi? D'abord, il faut refaire un peu... Alors, non, je vais partir à l'envers. C'est-à-dire que l'adénomiose, ça n'est pas une maladie. L'adénomiose, c'est une évolution normale de tout utérus, grosso modo après la quarantaine, chez des femmes qui ont eu 2 ou 3 enfants par exemple. Hein, le standard habituel, après 40 ans, l'utérus comporte une composante qu'on appelle l'adénomiose. C'est quoi? C'est la muqueuse de l'utérus, l'endomètre, qui est dans le muscle. C'est probablement lié aux contractions du travail, de Voilà. la grossesse. Et de l'évolution de 30 ans, ou 25 ans, de contraction utérine, parce que l'utérus se contracte tout le temps dans la vie normale d'une femme. Voilà. Et donc ça se contracte parce que ça fait monter les spermatozoïdes et ça fait descendre les règles. Et ça, c'est des mouvements permanents qui sont plus marqués autour de la période de l'ovulation et plus marqués autour des règles, dans les deux sens. Bon. Mais c'est pas une maladie. Donc l'évolution fait qu'à un moment donné, il y a des brèches qui se font entre les deux structures. On a fait la leçon au public en leur disant d'éteindre leur téléphone. Mais bon, Mais moi, je l'ai c'était... Ah oui, alors... bon. Non, c'est pas le mien ça. Bon, on verra le coupable après. Le mien il était Regarde, éteint. mode avion. Bah voilà. C'est pas le nôtre. Bon. Je suis désolé. Alors, il était éteint. donc, j'en reviens, il y a des ruptures, des brèches entre l'endomètre, qui est au milieu, là, et puis de l'autre côté, il y a le myomètre, le muscle. Et donc, il y a des brèches qui se sont créées, donc les cellules de la muqueuse utérine filent dans le muscle, dissocient les fibres musculaires. C'est ça l'adénomiose. En soi, ce n'est pas une maladie. Évidemment, avec le temps, au-delà de la quarantaine, souvent, les règles deviennent plus pénibles parce qu'elles sont plus abondantes et douloureuses à cause de ça. Bon. Alors ça, c'est l'adénomiose, stricto sensu. Maintenant, le problème, c'est qu'on a découvert, on s'est aperçu qu'évidemment, la force des choses, il y a des adolescentes qui se pointent à 12 ans, 13 ans, 14 ans et 15 ans avec les mêmes symptômes que la femme de 45 ans qui a eu 3 enfants. Donc elle a des règles douloureuses et abondantes. Mais pourquoi elle a des règles douloureuses et abondantes? Eh bien, on ne sait pas. Jusqu'à présent, on nie le problème, on dit c'est pas grave, c'est normal. Sauf que quand on regarde et qu'on s'intéresse à la fille de 12 ans ou 13 ans qui a des règles tellement pénibles qu'elle loupe des cours tous les mois, eh bien, quand on fait des IRM, parce que c'est des jeunes filles qui sont encore vierges le plus souvent, on ne va pas faire des cours à filles endovaginales, mais on fait une IRM, ça marche très bien dans cet âge-là, eh bien, on voit effectivement qu'il y a des bouts, des cellules de la muqueuse utérine, de l'endomètre, qui ne sont plus à leur place, qui ont déjà transpercé le muscle et qui sont alors, à cause de cette hypercontraction utérine très anormale très tôt. Et donc ça, c'est pas du tout la même chose, c'est pathologique à 12 ans d'avoir la même chose que celle qui a 45 ans. Voilà, c'est autre chose. Sauf que ça, personne ne sait le voir. Parce que c'est nié, c'est occulté, parce qu'on dit l'adénomiose, c'est un phénomène qui a 40 ans, mais avant, en fait, on met tout ça avec l'eau du bain, on dit, de toute façon, l'adolescente qui a mal, c'est normal. Il y a même des gynécos qui disent, mais vous êtes trop jeune pour avoir l'endométriose. Hallucinant. Alors que la maladie commence dès les premières règles, et c'est même préparé dans le ventre de la mère in utero. Donc tout explose dès les premières règles. Mais ça, personne ne sait voir la partie intra-utérine des problèmes. Et là encore, je dirais que c'est notre originalité, on est les seuls à le voir. Voilà. Et le décrire et à traiter les adolescentes. Et c'est ça la différence. Donc on parle d'endométriose utérine, le problème c'est on confond deux concepts. Voilà. Et donc c'est pour ça que personne, les radiologues, même un peu plus évolués que la moyenne, qui cherchent l'adénomiose, disent je ne la vois pas chez l'adolescente. Mais le problème c'est que la façon de décrire les images, ça n'a rien à voir avec celle de 45 ans.
Donc ils n'appliquent pas ce qu'on leur... Ils voient pas, on leur a appris l'adénomiose, mais en fait la façon de voir, décrypter les images de l'endométriose de l'utérine de l'adolescente, ça n'a rien à voir. Il faut voir différemment. Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails parce qu'il faudrait vous montrer des images pour comprendre, mais ce n'est pas la même, ce qu'on appelle sémiologie. Les signes ne sont pas les mêmes. Donc comme tout le monde nie le problème, ben, personne ne cherche à le voir. Pourquoi l'information ne circule pas? Parce qu'on est trop peu nombreux. On est 2 en Europe, Guerriero en Rome et moi, à dire ça. Alors maintenant, je commence dans les congrès à en parler. Oui, on diffuse ce qu'on peut. Mais vous savez, pour renverser des siècles, même des années de mentalité de ceci, cela, c'est compliqué. Ouais. C'est très compliqué. Il ne faut pas avoir raison trop tôt, ni mais trop tard. Voilà, c'est ça. Et les mentalités sont imbibées, et tout le monde est préformaté comme ça. Il n'y a pas d'évolution, c'est effrayant. Très compliqué. Regardez combien de temps on a laissé les malades à jeun le matin. Oui, par exemple. Voilà. Maintenant, on est passé à 2 heures. Voilà. Et c'est vrai, c'est hallucinant. Donc il y a des progrès, il faut voir le bon côté des choses. On progresse. À ce concept. On progresse quand même. On progresse lentement. Ouais. Et déjà sur le thème des règles douloureuses, ça fait 4000 ans qu'on dit que c'est normal. Donc c'est pas en 10 ans, parce que là on parle médiatiquement de la maladie depuis surtout une des années, surtout depuis 5-6 ans. Mais ça change rien, en 5 ans c'est rien, par rapport à 4000 ans d'inconscient de la femme doit être douloureuse, c'est son état. Voilà. En gros c'est ça. Et y compris les gynécologues femmes disent ça avant même les hommes. Ils disent c'est ça. Voire plus que l'homme peut-être. Bon là on va pas se lancer dans... Ça risquerait de nous occasionner des polémiques. Vous savez que j'ai été invité dans une soirée organisée par toute la bande de Marlène Schiappa sur sexisme médical et endométriose. Oui. Alors j'étais le seul homme représentant la communauté médicale. Tout le reste, c'était des femmes et des juristes et compagnie. Et là, on était violemment... Alors, je vais simplement expliquer, ce qui a dénoué un petit peu le problème, c'est que les femmes, 99%, c'est des gynécos, ce sont des femmes. Donc, le sexisme médical, il faut peut-être... tempérer. C'est extraordinaire. C'est un discours qui va falloir diffuser aussi, mais c'est pas toujours très bien entendu, celui-là non plus. Enfin, bon, là, comme il ne s'agit pas d'entrer dans ce genre de polémique, donc peut-être d'autres questions. Vous avez remarqué, je ne sais pas si c'est juste ces dernières années, mais en tout cas depuis que vous exercez, une recrudescence des cas? Ou alors c'est juste parce qu'on les détecte mieux? Alors nous déjà on a un biais puisqu'on ne voit que ça. Donc c'est difficile de dire, mais probablement qu'il y a une augmentation de ce qu'on appelle la prévalence, oui. Pour des raisons très certainement environnementales. Et au-delà de la génétique, il y a le milieu environnant de notre superbe civilisation depuis 50 ans fait que ça émerge sûrement beaucoup plus et qu'on dit que c'est 10% des femmes, mais c'est probablement beaucoup plus que ça. Et puis le fait que ça démarre probablement in utero pour quelques-unes formes. C'est ça. Ah oui, oui. Donc au-delà de la génétique, ça veut dire que ça peut être génétique? Oui, bien sûr. Absolument. Sûrement une composante, oui. Il y a une composante. Alors les gènes, on ne sait pas très bien, parce qu'il y en a plusieurs qui sont incriminés. Donc, mais il y a par exemple des familles où tout le monde est impliqué, et notamment les jumelles qui ont la maladie. Donc il y a des formes génétiques, et c'est probablement celles qui sont les plus marquées, plus génétiquement déterminées, sont les plus graves et les plus précoces et d'évolution plus rapide. En gros, 2 types. Mais on ne sait qu'un peu. On ne sait pas beaucoup de choses encore là-dessus. Parfois, il y a les douleurs, mais pas forcément tous les symptômes. Non, c'est un puzzle complet, très variable. Il y a même parfois jamais de douleur. Un petit peu, j'ai pas forcément lu votre livre, mais regardez un petit peu quels étaient les symptômes. J'ai ma fille qui est concernée par ça, mais j'ai pas l'impression qu'elle a l'endométriose. Mais bon, ça serait peut-être plus à explorer. Mais elle, c'est vraiment à chaque fois les douleurs. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a tous les symptômes qui sont évoqués. Tout le monde n'a pas tous les symptômes, voilà. C'est un puzzle variable d'une patiente à l'autre. Voilà. Il y en a même qui n'ont pas de règles douloureuses. Oui, c'est possible. Alors, donc, ça serait la radio, parce que bon, ma fille avait fait quand même une écho avec une gynécologue qui n'a rien vu. Oui, mais parce que le gynécologue, c'est pas faire l'écho, mais ça, c'est autre chose. Donc, non, mais bon, je sais. Donc le problème, il ne va pas se faire que des amis. Non, mais ça fait longtemps que j'ai oublié de me faire des amis. Mais dans le milieu, on est de plus en plus isolés. Donc le problème, c'est pas ça, c'est que les examens, hélas, actuellement, relèvent d'une hyperspécialité. Donc on est tous endométriosologues, on fait plus autre chose. Donc et pour les radiologues hyper spécialisés, on se compte sur les doigts d'à peine 2 mains. Donc ça ne veut rien dire. C'est très difficile à voir. C'est long, en échographie en particulier. D'accord. Voilà.
Donc il faut refaire des examens hyper spécialisés. Hélas, c'est pas si simple. Donc il faut former. Moi je voudrais dire deux choses. La première, pour là encore avoir vu une partie de la journée, c'est que les femmes ont toujours peur que la maladie, elle s'aggrave. Ouais. En fait, on reste dans son couloir, on dit le couloir de nage, je compare un peu ça. Mais c'est les symptômes qui s'aggravent. Mais la maladie ne s'aggrave pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut être plus ou moins douloureuse dans la forme de la maladie qu'on a au départ. C'est pas une maladie qui va, comme le cancer, évoluer d'une forme peu sévère à une forme très sévère. Ça, c'est assez exceptionnel. Par contre, dans chaque forme, elle est plus ou moins douloureuse selon les moments et selon le traitement. Et puis moi, je voulais vous demander, puisqu'on a la chance d'avoir beaucoup de patientes, ce qui vous paraîtrait, alors c'est intéressé, je vous dirai éventuellement pourquoi après, ce que vous suggéreriez comme action prioritaire des pouvoirs publics dans la prise en charge de la maladie. Alors, je vous le dis parce que... Oui. Ouais, on a la ministre qui vient demain, il y en a certains qui sachent, mais il faut qu'on refasse monter des messages. Et demain, on a la chance de voir les gens, les décideurs. Et donc, plutôt que les actions, nous on en a certaines, mais vous en avez certainement beaucoup d'autres. Donc on va lister un peu, parce que les messages, ils ne vont pas passer 15 000 fois. Hein. Donc c'est le moment ou jamais, Eric, de prendre des notes, de dire demain à Agnès Buzyn ce que voilà, ce qu'on peut prioriser. Non, mais je peux amener le papier, mais là il va falloir qu'il y ait des doléances qui s'expriment. Les grandes actions. Vous avez pas je vais vous chercher le papier. Je ne crois pas que c'est une bonne idée, Eric. Oui, excellente idée. On est dans le débat. De toute façon, c'est filmé, mais quand même. Voilà. Très bien. Alors, vas-y, note. Tu écris beaucoup mieux que moi. Tu sais. Non, mais moi, je vais perdre la feuille. Ça, c'est un beau binôme. Je pense que ça serait bien qu'il y ait une prise en charge des médecines parallèles, en fait. Merci. Le thème de la prise en charge. Alors ça, c'est oui. Ça, c'est vrai. Les médecines parallèles, exact. que ce soit acupuncture, que ce soit plein de choses, ostéopathie. Allons-y. Exact. Dans un packaging, on pourrait faire un packaging, non, mais exactement, un packaging pour qu'on puisse dire... Un packaging remboursement. Ouais. Mais peut-être par des gens qui sont formés aussi. Hein. Exactement. Parce que... Oui, pas... Sinon... C'est pour ça que ça fait une espèce de parcours. Et on dit qu'il... Ah ben il faut que ça soit organisé dans des filières de soins déjà structurées. N'importe qui va... notre structure, c'est le réseau Ville-Hôpital, on n'intègre pas les gens comme ça. Il y a une candidature et on valide. Et par là même, à condition qu'elle soit prescrite pour indication médicale, les pilules non remboursées. Exactement. Parce qu'il y en a un certain nombre. Et une fois que vous avez fait le tour des deuxième génération, c'est-à-dire 2 pilules, on n'a plus. Parce que moi, pour ma part, j'ai l'ALD pour l'endométriose et malgré tout, en me présentant avec mon ALD à la pharmacie pour ce que vous m'aviez prescrit, l'anneau, j'ai dû le payer. Alors que j'avais l'ALD à 100%. Exactement. Donc peut-être faire entrer cette maladie ou à 100%, ou tout au moins rembourser un certain nombre de thérapeutiques qui ne le sont pas. Et il y a beaucoup d'hormonothérapie, puisque aujourd'hui c'est quand même la base hormonale du traitement, c'est la pilule. Après, je vais peut-être aller au-delà, mais peut-être aussi créer un petit peu plus de centres spécialisés dans l'endométriose. Ah bah ça oui. Quand on habite ça c'est sûr, évidemment. Se déplacer, faire 2 heures de route, ça devient compliqué. Ouais. Exact. Presque créer un label diagnostic. Oui. Sensibiliser aussi les gynécologues. Alors ça, c'est les aspects de formation. Voilà. Ça, la formation formation généraliste. Parce qu'aujourd'hui, on est plus dans les formations des spécialistes, c'est-à-dire qu'on se surspécialise. Jusqu'à présent, mais il faut former au dépistage tout le monde. Mais la formation généraliste. Partout. Voilà, absolument. Et notamment dans les PMA, si je peux me permettre. Ah oui. Parce que moi j'ai eu le parcours PMA, et si la personne avait su, je pense que ça aurait été différent pour moi. Bien sûr. Oui, attends, approchez madame. On a posé votre question. Oui, en fait, je voulais savoir déjà si c'était, si c'était une affection qui était prise en charge par l'ALD. Donc ça, vous m'avez répondu, et c'est vrai qu'au niveau des soins de support, je trouve que c'est très important parce qu'il n'y a pas que l'aspect physique de l'aspect mental. Cette maladie, il y a aussi l'aspect psychologique. Et je pense qu'au niveau de tout ce qui est sophrologie, relaxation, je pense que ça permet d'atténuer la douleur
Absolument. Voilà. La question est posée. Mademoiselle, vous vouliez... C'est pas sur ce point-là, moi, que je souhaite intervenir. Mais j'ai une question qui me vient en tête. Mais c'est pas sur... Bah, allez-y, puisqu'on est... je voulais simplement demander si, parce qu'on a entendu parler d'hormones quand même, s'il avait été montré, si vous aviez des idées concernant un lien qui pourrait exister entre la thyroïde et l'endométriose. Ah, question précise. Enfin, le lien qui paraîtrait, j'allais dire logique, c'est le lien immunitaire. Puisque, notamment pour les thyroïdes auto-immunes, et il y a d'autres maladies auto-immunes qui sont associées, ça Marina Blaskov l'a bien montré dans les grandes études épidémiologiques, où il y a 10%, je crois, de mémoire, des patientes qui ont d'autres maladies que l'endométriose. Exact. Alors on peut y inclure le syndrome de fatigue chronique qui sûrement augmente un peu les statistiques, mais au-delà de ça, les maladies inflammatoires, les maladies rhumatologiques, les maladies thyroïdiennes, dont la plupart sont quand même des maladies auto-immunes, voilà, sont associées. Et donc la piste immunologique est sûrement une des pistes. Le problème, c'est que tout ça, ça fait des cubes entre la contractilité, le reflux, la génétique, l'hormonorésistance, la maladie auto-immune et l'environnement. Et comment tout ça s'implique, parce que tout le monde n'en fait pas non plus l'endométriose. Certes, il y en a beaucoup, mais s'il y a 10 à 15% des femmes qui en ont, il y en a quand même 80 qui n'en ont pas. Donc voilà. Bien sûr. Parce que si on n'a pas, après, il y a tout l'aspect traitement de la douleur, etc. Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les spécialistes qui manquent beaucoup, c'est les médecins antidouleurs. Ouais. Parce que les gynécos qui vous prescrivent quand même une hormone, on a fini quand même par en trouver, même s'ils ne connaissent pas franchement la maladie, mais la consultation antidouleur, c'est un vrai problème. Pour y rentrer, hein, c'est hyper compliqué. Hyper compliqué. Oui, il y a un déficit complet de spécialisation dans le domaine. Moi, je rebondis sur votre demande au pouvoir public parce que je suis sage-femme et donc je les connais, en plus je triche. Et donc je prêche pour la paroisse des sages-femmes parce qu'il y a un vrai challenge à former les sages-femmes, à les sensibiliser parce qu'il y a de moins en moins de gynécos. Absolument. Et que c'est elles qui vont voir les jeunes filles, qui vont voir éventuellement les femmes qui suivent les grossesses. Et donc pour le coup, là, il y a un truc à faire pour qu'elles soient sensibilisées, en tout cas savoir quelles questions il faut poser et après où envoyer. On ne va pas devenir... des professionnels de très... voilà, c'est pas le but. Nous, on fait de la prévention et du dépistage. Mais là, c'est de la prévention et du dépistage. Bien sûr. Donc, et je pense que... Alors, je ne connais pas du tout, je ne connais pas du tout ce qui s'y passe, si ça existe encore, beaucoup. Mais une infirmière scolaire, typiquement. Une jeune fille qui... Et puis, quelques médecins du travail. Ça, c'est une denrée qui devient rare. Mais quand vous repérez des femmes absentes de temps à autre... Bien sûr. Et on a commencé, tu sais bien Frédéric. Le problème c'est qu'il faudrait continuer. Mais on va continuer. Voilà. C'est ça, il faut. Bah oui, bien sûr. Moi j'ai beaucoup de sages-femmes qui ont des patients. De plus en plus. Et puis des radiologues. Oui. Après, ça, ou des gynécologues. Il y en a qui font de l'imagerie. Alors, autre doléance du public, madame. Alors, je ne sais pas trop comment formuler ça, mais en fait, même pour la LD... Approchez, s'il vous plaît, parce qu'on ne va pas vous entendre. Même pour la LD, comment faire en sorte que la prise en charge, ce ne soit pas uniquement dû au stade ou au nombre de chirurgies qu'on a faites. Parce qu'il y en a, ils vont dire, bon, si vous êtes que stade 1 et que vous n'avez jamais eu d'opération, bah, si vous avez pas mal, c'est que c'est pas handicapant au quotidien. Et ça n'a pas besoin d'être reconnu comme une maladie qui va vous empêcher d'aller au travail ou qui nécessite des soins particuliers. Et j'entends souvent ça, et voir aussi même des filles qui font des dossiers, et qui se voient refuser parce qu'elles ont refusé de se faire opérer. Bah, parce que voilà, il y a tellement de témoignages aussi de filles qui se sont fait opérer et qui finalement vivent encore plus mal après l'opération, que c'est quelque chose qui se réfléchit. Et j'ai l'impression que souvent, si on refuse l'opération, la réponse en fait, ça va être c'est que tu souffres pas tant que ça. Oui. Ce d'autant qu'en plus les stades sont obsolètes et ça ne fonctionne pas. Ça ne veut rien dire. Donc c'est même pas un critère. Parce que la douleur n'est pas liée au stade. On ne peut pas se reposer sur les stades pour trancher quoi que ce soit. C'est très compliqué ça.
Les stades, ça traîne partout, mais c'est fini, ça n'a aucun intérêt. Oui, voilà, c'est... Enfin, j'ai souvent entendu dire stade 1, c'est faux. qui souffre plus que stade 4. Ça veut rien dire. Ouais. Justement, ça affole cette histoire du stade, c'est l'horreur. Moi, la façon dont on me l'a dit... Ah oui, c'est violent. Ah, j'ai pris une très violent. Mais j'ai pris oui, bien sûr. Ah oui. Bien sûr. J'ai même demandé, mais il existe des stades? Oui, oui. Ah bon? Et le maximum est à combien? À 4. Ah, très bien. Ok, bon. Et je fais comment? Ben, on sait pas. Moi, c'est ce que j'ai pris dans la figure. Ah oui, quoi, des étiquettes. Et en réalité... Bah, c'est pas ça, ça fonctionne pas, c'est arbitraire et ce n'est que des stades qui ont été décrétés chirurgicalement. Or, en plus, le diagnostic chirurgical, on ne faut plus le faire, ça marche pas. Et en plus, ça reflète très peu la réalité et ça n'a aucune valeur pronostique, notamment quant à la fertilité. Parce que c'était ça oui, c'est un problème important qui est abordé dans le livre, mais peut-être qu'on pourrait en dire un mot. Oui, bah là, il n'y a que des fausses idées là-dessus, que des idées reçues et tout est faux. Voilà. Donc on peut jamais. Bon, le vrai. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut dire de vrai? Il n'y a pas de pronostic fiable que l'on puisse établir, et surtout pas sur des données de stade qui sont édictées chirurgicalement, et ça marche pas. Donc il faut laisser tomber, et donc dire stade 4 c'est grave, il y en a plein qui vous disent bah, c'est fichu, vous ne serez jamais enceinte. Quand vous prenez ça à 23 ans dans la tête, évidemment, c'est d'une violence inouïe, et c'est faux, tout simplement. Donc il faut commencer par dire d'ailleurs que la stérilité n'est pas une fatalité, qu'en tout cas, surtout, ça ne rend pas stérile. Ça peut, dans certains cas, surtout les formes sévères, altérer la fertilité, entraîner une hypofertilité. Voilà. C'est un facteur de risque. Mais ce n'est pas un facteur de stérilité. Mais ça traîne partout. Bah voilà. D'autres suggestions? C'est rassurant. Non, ça va, vous êtes c'est rassurant. De toute façon, pas obligé d'en avoir 40. Hein. Madame. Excusez-moi, au niveau des adolescents, on fait tout un tapage sur le sida, etc. Et je pense qu'à ce moment-là, quand on intervient dans les lycées, on pourrait aussi parler d'endométriose pour que nos filles soient un peu soulagées. Oui. Parce que... Ah oui, tout à fait. Ça, c'est le thème d'ailleurs, et Mme Buzyn l'a mis, mais probablement sur notre poussée, parce qu'on y était au ministère déjà, qu'il faut dépister l'adolescente. Et ça, c'est très important. On parle beaucoup de sexualité, etc., mais absolument. On ne parle pas des problèmes de ces jeunes femmes qui souffrent. Vas-y. Bah oui, bien sûr. C'est évident, et c'est là qu'il faut commencer le traitement. Tout à fait. Parce que c'est là qu'on évite les problèmes 10 ans plus tard, ou 15 ans plus tard. Parce que certes, ça peut ne pas évoluer, mais ça peut aussi évoluer quand même. Y compris sous pilule. Parce que souvent, les gynécos disent, bon, on va vous mettre sous pilule, on n'en parle plus. Sauf qu'après la pilule, ça va mieux, effectivement, moins de règles douloureuses et compagnie, mais ça coule, ça continue à courir doucement, sournoisement. Elles arrêtent la pilule à 30 ans pour être enceinte, là c'est la fluorescence de la douleur, et puis il y en a partout. Donc ça, il faut pas, là, et ça dépend comment on la fait la pilule. Mais c'est pour ça qu'il faut la dépister, pour la prendre de façon continue, pour stopper les règles. Est-ce qu'il y a un sujet endométriose et activité professionnelle sur le plan des lois du travail? Je ne sais pas. C'est une question, non, hein? Non. Apparemment, non. Pas bien. Non. Elle ne vient pas spontanément, en tout cas. Non, Donc, bah, vous avez déjà quelques Après, excusez-moi, je rebondis, parce que je sais dans un certain pays, en fait, il y a des femmes qui en doivent avoir 3 jours. Italie. C'est l'Italie, ça. C'est l'Italie, quand elles sont douloureuses, elles sont en période de règles. Et, après, je ne sais pas si c'est faisable en France, mais je pense que ce serait une question à réfléchir, parce que quand on n'est vraiment pas bien et qu'on n'a pas la possibilité d'aller au travail, certes, on va chez le médecin faire un arrêt maladie, mais finalement, on perd de l'argent. Enfin, il y a plein de choses qui se mettent en place, donc je voudrais voir s'il n'y avait pas possibilité aussi d'avoir ça en France. Après, je sais que oui, si. Bon, voilà encore un truc à raconter à Madame Buzyn. C'est-à-dire après, c'est toujours pareil. Est-ce que quand vous avez la grippe, vous perdez 2 jours? Est-ce que la grippe, c'est la faute à personne non plus? Mais peut-être pour des maladies qui sont reconnues en ALD, des maladies chroniques reconnues. Voilà, c'est ça. Tous les mois, 2 jours. Ah ouais. Il faut que ça soit lié à l'ALD ou lié à la maladie. Si on met endométriose, c'est pour ça que je pose la question. Que ce soit le sujet, il faut mettre endométriose sur le motif. De manière générale, que les maladies chroniques soient mieux reconnues, puisqu'en fait, 3 jours par mois, on peut passer 6 mois sans douleur, et ensuite 1 mois ou pendant 2 semaines, on peut plus se lever. Donc finalement, c'est pas forcément la réponse. Moi, je sais que souvent chez moi, c'est comme ça. Pendant 6 mois, j'ai rien, et ensuite pendant 1 mois, c'est tous les jours. Et du coup, comme il n'y a pas de généralité,
pense que déjà une meilleure reconnaissance de la maladie, parce que, mine de rien, enfin, il va y avoir, dans une grande partie des cas, la personne qui vous embauche n'a même pas connaissance de l'endométriose. Donc, probablement pas être très conciliante. C'est sûr qu'il faut former les chefs d'entreprise. Non, mais je veux dire, moi j'ai failli me faire virer de mon école parce que je venais pas en cours. Je ne peux pas me lever. Ils m'ont dit, c'est pas un motif. Et quand vous parliez endométriose, à votre interlocuteur, évidemment, pour lui, c'était une fake news. Ouais, c'est un peu ça. Enfin non, c'était « Oh, ma belle-sœur, elle en a et elle marche très bien. Hein. » Ah oui, d'accord. Il y a tellement de variétés d'endométriose, c'est que quand on en parle à notre entourage, oui, et surtout au boulot, bah, ils ne nous comprennent pas, parce qu'ils nous disent « Bah non, moi je connais quelqu'un qui a une endométriose, elle peut venir tous les jours au travail, elle a pas de soucis. » Moi je sais que là, à mon travail, je suis en train de prendre sur moi parce que j'étais absente quelques fois et il n'accepte pas du tout. Oui, c'est comme je connais j'ai un ami qui a fumé comme un pompier et qui a 90 ans, voilà. C'est ça, voilà. On va vous sortir ça, ouais. Il y a tellement de cas et de facettes, et ben, ils s'estiment que bah non, c'est du chiquet en fait, on exagère. Voilà. Mais comme ça ressort maintenant, uniquement. Ça peut être aussi un bon filon, un bon moyen de justifier. Voilà, on peut penser aussi, malheureusement, que c'est de bonne guerre. Quoi, mais ça, il me semble que c'est typiquement le genre de questions pour lesquelles il faut solliciter justement les compétences des services publics pour réfléchir à la manière de débrouiller ce genre de contradiction-là. Hein, ça, parce que là, c'est plus un problème des pouvoirs publics, de l'administration, d'essayer de réfléchir à comment régler ce genre de problème. De classification. Oui, de classification, comment gérer ça pour que, évidemment, tous les problèmes soulevés soient pris en compte. Tu vois, tu veux rentrer dans un système... C'est ça, alors... Je rajoute une dernière chose, parce qu'on parlait des infirmières scolaires tout à l'heure. Je pensais aussi, vu que je sais que là le gouvernement a pour but de faire de plus en plus de prévention et d'éducation sexuelle dans les écoles. Et c'est vrai qu'on a grandi avec cette idée que les règles ça fait mal et que les femmes elles ont mal. Mais ne serait-ce que nous dire au collège, au lycée, un rapport sexuel ça doit pas faire mal. Et que si ça fait mal, il faut en parler à quelqu'un et qu'il y a un problème qui n'est pas forcément l'endo. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que c'est pas supposé faire mal. Parce que déjà, ça aiderait beaucoup. C'est le cadre général, ça. C'est ça. Oui. Et de vraiment former, former les... Enfin, je sais pas comment ça se passe dans tous les établissements. Dans mon établissement, c'était toujours un intervenant extérieur qui venait faire les cours d'éducation sexuelle. Et donc cet intervenant ne restait pas. Donc finalement, une fois que l'intervenante était partie, si on n'en parle pas à la maison, on n'en parle à personne. Et s'il y a des questions, il n'y a pas de réponse. Voilà. Je pense que c'est vraiment important, vu que ça se déclare au moment des premières règles, comme souvent au collège, pour moi c'est là, quoi, si c'est pris en charge. Moi j'ai commencé à me plaindre de douleurs et d'aller à l'hôpital à 14 ans, et j'en ai 23, j'ai été diagnostiquée l'année dernière. Il faudrait inviter M. Blanquer à accompagner Mme Buzyn, alors. Ah oui, tiens, on va l'appeler, là. Ouais. Bien. Avant de passer approchez, madame, parce qu'en ça, on ne vous entend pas. Oui, en plus des sages-femmes, pourquoi pas le mettre au programme aussi en fac de médecine. Ah oui, ça c'est une bonne idée, ça, oui. Et aussi dans les IPSI, en IFAS. Bien sûr. Tout simplement, je suis aide-soignante et je sais que dans la prise en charge, je fais de la neuro, je suis dans un service de neuro et ça m'est arrivé aussi d'avoir des patientes ayant de l'endométriose, et alors là elles ont le sourire quand elles se rendent compte qu'elles ont un soignant qui aide aussi à cette écoute-là, même où on voit des femmes qui souffrent plus de leur côté endométriosique que problèmes neurovasculaires, donc ça montre bien aussi la souffrance. C'est vrai. Donc programme des IFSI et des IFAS. Certes. Alors, donc, allez-y. Vous pensez qu'il y a un lien entre l'alimentation et l'endométriose? Ah. Bonne question. Eh oui.
faut lire le bouquin. Voilà, c'est vrai. J'ai acheté un bouquin à la il y a un chapitre qui parle de ça. Effectivement, il y a un lien. J'ai commencé à le lire. Il y a dans un groupe sur Facebook aussi qui est Hamburger. Et il y a plein de femmes qui disent que depuis qu'elles ont changé leur alimentation, elles ont vu la maladie voire régresser, mais elles ont eu aussi se senti mieux dans leur vie avec Alors, de douleur. Oui, ça dépend comment vous posez la question. Est-ce que la maladie peut engendrer l'endométriose? Je ne sais pas. Pas la réponse. Est-ce que l'alimentation peut engendrer l'endométriose? Peut-être, parce que ça fait partie des perturbateurs endocriniens. Mais est-ce que le changement d'alimentation peut améliorer les symptômes de la maladie? Sûrement. Ah oui, ça sûrement. Oui, parce qu'il y a systématiquement le syndrome du côlon irritable. Oui, ça c'est sûr. Et la deuxième chose, alors pour l'avoir constaté à plusieurs reprises, aujourd'hui il n'y a pas de recommandation parce que les recommandations sont basées sur des études. Et tant qu'on n'a pas d'études, on ne peut pas faire. Et je ne vois pas comment on va les faire. C'est que pour les patientes qui ne vivent dans des pays étrangers, qui sont dans tous les coins du monde, que ce soit l'Asie, les Caraïbes, la Réunion, l'Indonésie. Elle vous explique que quand elles vont dans ces pays-là, qu'elles changent d'alimentation, les douleurs disparaissent. Moi, je suis partie en Thaïlande en vacances avec monsieur et j'ai mangé sain et voilà, et j'ai pas eu de douleur. Alors vous avez mangé autre chose? Oui. Oui. Oui, mais c'est vrai. Donc la cure, séjour en Thaïlande. Moi, j'en ai énormément qui le disent, les Chinoises, et voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, parce qu'on voit bien là qu'avec le recul, c'est un gynécologue qui vous dit ça, mais il y a quand même quelques effets secondaires de l'hormonothérapie, au sens large, je parle. Oui. Et que de plus en plus, il y a une réticence malgré tout, même si ça soulage, en tout cas pendant 20 ans. Et c'est vrai qu'on pourrait avantageusement peut-être, après, le phénomène contraception, ça c'est autre chose, mais sur la douleur et l'inflammation, pourquoi pas, honnêtement. Le problème c'est que nous, caucasiens, on n'a pas la culture de ça, très mal, je pense, et qu'on a beaucoup... On a beaucoup de difficultés, mais quand vous interrogez notre patiente, même s'ils vivent en France, du moment qu'elles ont des connaissances ou des relations de l'entourage à l'étranger, elles font venir les trucs. Alors je leur demande s'il y a dedans, elles ne le savent pas vraiment toujours. Mais voilà. Après, il y a plein de naturopathes aussi, je pense, qui sont sensibilisés sur le sujet. Et c'est vrai que certaines fois, on n'a pas forcément les moyens d'aller voir un naturopathe ou les moyens d'aller voir un hypnotiseur ou un hypnothérapeute. Et ça, quand je demandais par rapport à la prise en charge, ça serait bien aussi que ce soit fait, parce qu'après on y laisse un petit peu beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais déjà il faut comprendre le mécanisme de la douleur. Et il faut, bien sûr, quand on comprend que le cerveau c'est l'amortisseur de la douleur, ou pas assez. Oui, les composantes sont complexes derrière. Vous voulez dire non, c'est bon. C'est vrai qu'on constate quand même que l'environnement joue pas mal. On voit par exemple quand il y a une grosse multiplication des cancers du sein aussi. Jeunes. Et par exemple, puisque moi c'est ma fille qui, je ne sais pas si elle a l'endométriose, mais je sais que j'ai eu beaucoup d'acné, j'ai pris du Roaccutane. Bon là, bien sûr, je sais pas. Mais bon, on peut se poser aussi des questions sur peut-être les effets secondaires à long terme, sur... je sais pas, je m'interroge. C'est le domaine des études, là, à faire. Exact. Alors, éventuellement, vous pourrez peut-être noter encore d'ultimes questions qui viendront. Là, on va interrompre, en tout cas, la partie enregistrée. Je vais ouvrir la caisse. Pour ceux qui n'ont pas encore le livre et qui voudraient l'acheter, qui voudraient se le faire dédicacer, vous allez pouvoir vous le faire dédicacer par deux des auteurs. Et après, il y aura une petite collation. Mais alors là, je ne garantis pas les effets potentiels sur les douleurs et l'endométriose. En tout cas, merci et bravo. Merci à vous. Voilà.